Salut à tous, mardi 7 novembre 2023 et comme tous les jours du lundi au vendredi, on se retrouve à 17 h pour parler MMA. Aujourd'hui, on va parler des premières défenses de titre respectivement de Sean O'Malley et de Sean Strickland. On parlera aussi du retour de Jan Blachowicz, de la suite pour Cédric Doumbé et on aura forcément un mot de l'UFC 295 avec Prochaska et aussi Benoît Saint-Denis. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est officiel, la première défense de titre pour Sean O'Malley se fera contre Chito Vera. Alors moi personnellement je trouve qu'il y avait du monde avant, je pense notamment à Merab, je pense aussi à Sandhagen, mais Sean O'Malley a expliqué que c'était le super combat à faire en ce moment, c'est le combat dans lequel il va prendre le plus d'argent, c'est un combat qu'il aurait pu faire il y a déjà un moment, il dit si j'avais demandé ma revanche avant on me l'aurait donné, mais j'ai attendu d'être champion, maintenant c'est le timing parfait. Alors dans l'interview, il est aussi revenu sur sa forme du moment. Le combat aura lieu au mois de mars, faut le savoir. D'ailleurs, on lui a demandé, t'aurais pas préféré un combat au mois d'avril à l'UFC 300? Et il dit non, moi je préfère avoir mon événement à moi. Là, je serai main event, ce sera mon événement. Je préfère ça. Écoutez, c'est chacun son point de vue, j'ai envie de dire. Il expliquait qu'en ce moment, il avait quelques petites blessures mineures qui étaient en train de se guérir. Il était sur la fin, il allait pouvoir réattaquer son camp d'entraînement. Voilà, il dit je peux m'entraîner, je peux pas m'entraîner à 100%, mais ça va de mieux en mieux. Il a une blessure à la côte, il a une blessure à la main, mais il est plutôt confiant sur le fait qu'au mois de mars, il sera au top, et même pour son camp 10 à 12 semaines plus tôt. Il explique qu'il se voyait déjà champion avant d'être champion. Il dit moi ça fait des années parce que Ariel Helwani lui demande, il lui dit c'est pas trop dur maintenant de gérer la pression, d'être champion, etc. Il dit oh, tu sais moi dans ma tête j'étais déjà le champion. Dès que j'ai commencé à mettre tous ces KO à l'UFC, tout le monde m'appelait champ. Moi dans ma tête j'étais le champion, j'étais le gars le plus populaire, j'étais le seul gars qui était connu dans la catégorie. Donc pour moi j'étais déjà champion. Et puis Helwani lui dit ouais par contre c'est cool, t'as pas changé depuis que t'es champion, tu réponds toujours aux demandes d'interview, etc. Et il dit ouais ça changera peut-être quand je serai champ. Donc là, il ouvre la porte, la porte à aller chercher une ceinture dans une deuxième catégorie. Et très rapidement, on lui dit « Ouais, t'as dit que t'allais combattre 2 fois en 2024. Ce sera quoi ton deuxième combat ?» Et il dit « Moi, j'aimerais bien, si Topuria gagne, aller chercher Topuria chez les poids plumes. » Donc, moi, vous connaissez mon avis, hein, j'aime bien qu'on soit champion, qu'on défende plusieurs fois, qu'on fasse 5, 6, 7 défenses de titre, et qu'ensuite on monte, une fois qu'on est incontesté, une fois qu'on a battu vraiment, qu'on a montré qu'on était le champion. C'est mon point de vue. Sean O'Malley, ça va faire beaucoup d'argent pour l'UFC, Dana White l'a déjà dit, donc je pense que lui, il aura un raccourci pour aller chercher une autre ceinture. Donc Ariel Helwani lui demande, ouais, et pourquoi pas Volkanovski ? Il dit je sais pas, moi je me vois plus aller chercher Topuria que Volkanovski, j'aime bien Volkanovski, mais voilà, si j'avais un combat à aller faire là-haut, ce serait plutôt contre Topuria. Il a aussi dit qu'il boxera un jour, il dit c'est sûr, tu sais, depuis que je suis jeune, je pense que je vais être champion UFC, bah depuis que je suis jeune, je pense que je vais boxer aussi. Il dit voilà, tous ces boxeurs, ils parlent beaucoup, mais en réalité, ils savent pas combattre, ils savent boxer, mais ils savent pas combattre. Moi, je pourrais prendre 3 boxeurs, les top boxeurs, je pourrais les prendre tous les 3 dans la même soirée en MMA, et je le ferais tranquille, ils savent pas se battre, ils savent seulement boxer. Bon écoutez, c'est un peu pour remettre l'église au centre du village avec tous ces débats entre boxeurs et combattants de MMA. C'est vrai que le combattant de MMA est plus complet et c'est là tout le défi d'aller chercher un boxeur dans son domaine de prédilection. Ensuite, il dit voilà, Marlon Vera, tu sais, il me doit beaucoup. S'il a sa chance pour le titre, c'est parce que c'est moi le champion. Il aurait jamais eu sa chance pour le titre sinon. Il dit tu vois, tous ces derniers combats étaient plutôt chiants à regarder. Moi, j'en fais pas une affaire personnelle de ce qui s'est passé dans notre premier combat. J'ai tourné la page, mais je vais le battre facilement. Et moi, dans ma tête, je suis toujours invaincu. Cette défaite, elle m'a pas affecté du tout. Bon, moi, c'est un truc que j'aime pas trop, ce délire de je suis invaincu, j'ai pas perdu. Non, il a perdu, blessure ou pas blessure, le combat a été perdu. Après, c'est Sean O'Malley, il joue de ça. Pour l'instant, ça lui porte pas préjudice. Hein. L'UFC a toujours poussé derrière lui malgré ça. Donc écoutez, c'est peut-être la bonne stratégie à adopter pour soigner sa communication, j'ai envie de dire. Il a aussi eu un petit mot pour Henry Cejudo. Il dit ouais, Henry, il est loin derrière moi, c'est pas un combat tout de suite. Et puis il l'a dit un petit peu en rigolant. Hein. Et puis ensuite, il dit à Helwani, non mais vraiment, s'il bat Merab Dvalishvili, là il sera dans l'air conversation. Moi, je pense que c'est pas le combat le plus dur pour moi. Pour moi, le plus gros contender, c'est Sterling. Je pense que Sterling, c'était le combat le plus dur du point de vue du match-up. Maintenant, je pense que Cejudo, c'est un peu plus à ma portée. Je rappelle qu'il a battu Sterling pour la ceinture. Alors, est-ce que c'est une façon de dire j'ai déjà battu le meilleur, maintenant j'ai plus peur de personne? Peut-être. Après, c'est vrai qu'honnêtement, Sterling avait un style de combat très très chiant pour O'Malley. Il explique aussi qu'il verrait bien Sterling monter en poids plume. Il dit ouais, je verrais bien un combat contre lui et Ortega. Il est très gros pour un poids coq. J'ai l'impression qu'il choisit un peu la facilité en restant chez les coqs pour jouer de sa puissance.
et de son avantage physique. Bah, ça après, c'est un peu le jeu du cutting, hein. Tous les combattants, le temps qu'ils peuvent cutter, ils cut pour la plupart. Après, ils finissent parfois par monter, hein. Il y en a même qui descendent. Je rappelle que Aldo est descendu, Barbosa est descendu. Au début, moi, je croyais pas du tout à ces stratégies-là de descendre, et finalement, ça s'est plutôt bien passé, hein, même pour Aldo et Barbosa, n'en parlons pas. Et voilà, on lui pose la question, tu sais, Volkanovski, il a pris le combat en short notice contre Makhachev, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu prendras un combat en short notice? Il dit non, moi, je fais pas de short notice, moi, j'ai besoin de ma routine, j'ai besoin de ma préparation de 10 à 12 semaines, d'être chez moi, d'avoir mes repères. Il dit voilà, moi, c'est très important quand je suis encore en entraînement d'avoir ma routine. Il parle beaucoup de la méditation. Il dit ouais, si j'ai pas pris la grosse tête suite à ma ceinture, à ma prise de ceinture, c'est parce que je continue à méditer. Tous les matins, je médite. Tous les soirs, je médite. Ça me permet de rester sur terre, d'avoir les idées bien en place. Donc écoutez, ça a l'air de plutôt lui réussir pour l'instant. Il dit aussi que depuis qu'il est jeune, il voulait être connu. Il dit au début, je voulais avec la NFL, l'NBA, être joueur. Je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et puis avec le combat, tout de suite, ça m'a plu. Tout de suite, j'étais content de combattre, de faire de l'argent. Il dit ouais, puis surtout, ce qui me motivait, c'est d'avoir des femmes. Il dit ouais, le combat, ça t'amène des femmes, ça t'amène de la confiance en toi, ça montre que t'es fort. Donc écoutez, O'Malley, on sait il en parle souvent. Il avait même dit d'ailleurs il y a quelques semaines, suite à sa prise de ceinture au mois d'août, il avait dit ouais, moi, vu que je paye tout chez moi, vu que c'est moi qui paye tout, c'est normal si je trompe ma femme, en gros. Bon, après, c'est sa vie privée, j'ai envie de vous dire, mais personnage un peu particulier. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y a Chito Vera qui a appelé pendant l'interview. Bon, c'était un peu gênant, honnêtement. Ils l'ont fait un peu à l'américaine, j'ai envie de dire. Bon, c'est normal, c'est Helwani. Chito Vera qui appelle Helwani pendant l'interview d'O'Malley. Les deux sont un peu chauffés. Après, Helwani, il a été assez correct. Il dit ouais, écoute, tu m'appelles, c'est bien, mais moi, je veux rien enlever au moment d'O'Malley. C'est son moment, j'ai pas envie de lui voler la vedette. Puis O'Malley dit non, vas-y, continue, c'est marrant. Bon, honnêtement, ça a pas volé bien. Ouais, ça a été je vais te détruire. Ouais, tu sais pas parler anglais, etc. Bon, écoutez, ce que je dirais, moi, c'est que O'Malley contre Vera, je suis quand même content de voir ce combat. C'est vrai que ça va clore les débats. Si O'Malley bat Vera, là, vraiment, il pourra commencer son règne, prendre les uns derrière les autres, parce que tant qu'il n'a pas battu Vera, il y aura toujours ce petit truc, oui, mais t'as perdu contre Vera, oui, mais t'as un point faible, les low kicks, etc. Personnellement, j'aurais aimé le voir prendre Merab Dvalishvili ou Cory Sandhagen, que je pense plus dangereux que Vera, même si Vera, je lui enlève rien. Il a eu une sacrée série de victoires il y a peu. Là, il est sur un back-to-back, comme on dit, une défaite, une victoire. Bon, écoutez, ce combat va avoir lieu. Est-ce que ça va passer pour O'Malley? J'en sais rien. Par contre, si Vera gagne, là, il fait la bonne opération. Il est classé 6, je crois, Vera, 6 ou 9, je sais plus. Ça sera un sacré bond dans le classement, mais écoutez, on lui souhaite le meilleur. Dans la série des annonces de défense de titre, il y a aussi Sean Strickland qui va défendre au mois de janvier contre Duplessis. Alors voilà, il faut savoir que la fausse rumeur finalement d'un combat entre Makhachev et Oliveira, c'est bon. Dana White a dit que ça ne se ferait pas au mois de janvier. Ça n'aura pas lieu au mois de janvier, donc c'est Strickland contre Duplessis qui va être le main event de l'événement. D'ailleurs, Sean Strickland qui a dit ouais, moi je voulais pas combattre en janvier, je veux pas aller au Canada parce que c'est les ennemis de la liberté. Bon, Strickland, il est vachement là-dedans, il a toujours le mot juste, j'ai envie de dire. Mais voilà, là par contre, pour le coup, Duplessis, il est classé numéro 2 derrière Adesanya. Donc t'as Strickland, juste en dessous t'as Adesanya et t'as Duplessis. On sait qu'Adesanya ne va pas combattre, donc là c'est entièrement logique que le combat soit donné à Duplessis. On parlait de Chimaev, écoutez, peut-être que Chimaev, avec sa petite blessure à la main, janvier c'était un peu limite. Donc moi je suis plutôt content de ce combat. Duplessis, moi c'est un mec, j'ai jamais misé sur lui. Depuis le début, quand je le voyais se déplacer dans la cage, tout ça, je me disais non, il va pas aller loin. Il a quand même fini par battre Bronson, il a battu Whittaker, donc écoutez, jusqu'où ça va le mener, je sais pas, mais il y a 2-3 ans en arrière, si on vous avait dit, ouais, le combat pour la ceinture, ça va être Strickland contre Duplessis, moi personnellement, je lui aurais pas cru. Maintenant, moi, je vais y aller, petit avantage à Strickland, il est sur une bonne série, mentalement, c'est très fort. Je pense que son style peut gêner Duplessis. Maintenant, le truc, c'est que Duplessis, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout vu. Il nous surprend à chaque combat. Je rappelle qu'il a battu Robert Whittaker, qu'il a fait arrêter le combat par KO. Donc ça devient compliqué aussi de miser contre lui, mais c'est un combat, je suis très content, ça vient en janvier, ça va venir très vite, ça va commencer très très fort l'année. Et puis la troisième annonce, c'est Volkanovski contre Topuria. Alors voilà, Volkanovski, il voulait le combat en janvier, il l'aura en février. Écoutez, disons qu'il gagne un mois pour récupérer, et puis lui, ça lui fait pas attendre trop longtemps, on sait qu'il voulait rester actif. Super combat, Topuria, c'est pareil, il est dans la conversation, il est classé numéro 3, devant lui, il doit y avoir... Holloway, je pense. Holloway et peut-être Allen. Mais écoutez, il a fait le taf, honnêtement. Il aurait eu un combat de plus contre Holloway ou contre Allen. Ça m'aurait pas choqué. Maintenant, je suis pas choqué non plus qu'il ait eu le combat. De toute façon, devant lui, Allen, il a déjà eu sa chance contre Holloway, c'est pas passé. Holloway, contre Volkanovski, ça s'est déjà fait.
Donc écoutez, peut-être que ce sera l'occasion pour Holloway, si Topuria gagne, peut-être que Holloway aura son title shot et pourra reprendre sa ceinture, ou alors Volkanovski aura une revanche, je sais pas, je me projette un petit peu. Mais en tout cas, il faut savoir que ce combat va être très intéressant. Topuria va amener une vraie menace sur Volkanovski parce que c'est un peu le même. Enfin, c'est le même. Il est très complet. Il est bon debout, il est bon au sol. Volkanovski, c'est la même chose. Topuria, ça va très vite avec les mains. J'ai hâte de voir ce que ça va donner s'il commence à toucher Volkanovski. Et Volkanovski, bah écoutez, le grand intérêt de ce combat, c'est de savoir s'il va s'être relevé de sa défaite contre Makhachev. Mentalement, où en est-il? On ne sait pas, hein, suite à ces déclarations de dépression, etc. Ça m'intrigue. En tout cas, janvier, février, mars, on a des super combats. Ensuite, il y aura l'UFC 300. Je pense qu'on aura d'autres super combats. L'année commence très très fort, j'ai envie de dire. Et puisque j'en suis à annoncer des combats, Jan Blachowicz contre Alexander Rakic, la revanche. Blachowicz avait gagné sur blessure de Rakic au premier combat. C'était au mois de mai, je veux pas dire de bêtises. Donc écoutez, mai 2022, hein, ouais, c'est ça. Blessure au genou de Rakic. Écoutez, disons que ça va être le moment de la revanche. Le vainqueur de ce combat-là, à mon avis, va très rapidement être dans la conversation pour le titre. Ça va peut-être se jouer aussi s'il y a un rematch entre Ankalaev et Walker. Et le retour de Hill, c'est vraiment une catégorie. Je sais pas ce qui va se passer. Ce week-end, on a Prochaska qui va combattre. Hein, je le rappelle, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que Hill, quand va revenir, il va avoir son combat? Quand est-ce qu'il va le revenir? Est-ce que Blachowicz-Rakic, le vainqueur, peut avoir sa chance pour le titre? Est-ce que ce sera le vainqueur d'un éventuel rematch entre Ankalaev et Walker? Écoutez, je sais pas du tout, mais ça va être un super combat. Ça a lieu le 20 janvier à Toronto, donc sur la même carte que Strickland Duplessis. Hâte de voir ça. Maintenant, je vous propose de dire un petit mot de l'UFC de ce week-end, l'UFC 295, et on commence avec Henry Cejudo. Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit. Il dit qu'il en a marre de voir des combats pour des titres intérim. On enlève un peu du prestige de la ceinture en faisant ça. Je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, la ceinture intérim, ça devrait vraiment être une fois de temps en temps, vraiment circonstance exceptionnelle. Après, je comprends qu'il y a un point de vue business pour l'UFC de mettre un combat avec une ceinture, ça attire l'œil, etc. Mais moi, je suis d'accord, on dévalue un peu la ceinture en mettant des ceintures intérim très régulièrement. Il y a tout le temps des ceintures intérim à l'UFC. En plus, Henry Cejudo dit, moi, j'enlève rien à Aspinall, j'enlève rien à Pavlovich. Ils sont dans la fleur de l'âge, ils sont au top. Ce combat, c'est pour être le numéro 1, le contender numéro 1, le premier aspirant au titre. Mais pour une ceinture, je comprends pas. Et bon, moi, je comprends le côté business, mais moi, je suis assez d'accord. T'as un champion, c'est John Jones, il est blessé, écoutez, c'est malheureux. Sinon, vous retirez la ceinture à John Jones et puis vous la donnez au vainqueur de ce combat. Mais voilà, il dit aussi, l'un comme l'autre, ils peuvent battre John Jones, ils peuvent battre Stipe. Ils ont des potentiels de champion, mais leur donner une ceinture, moi, je suis d'accord. Un peu trop de ceinture intérim à mon goût. Est-ce que c'est parce que c'est un peu vieux jeu, je sais pas, mais je pense comme lui. Et toujours sur ce combat, on dit que Pavlovich, la menace, c'est de terminer le combat très vite, qui frappe très fort. Je suis tombé sur une stat intéressante. Pavlovich, en moyenne, il passe 2 minutes 23 dans la cage. Et bah sachez que Aspinall, c'est 2 minutes 19. Donc Aspinall, il est pas en reste non plus pour mettre les gens KO, pour les soumettre, etc. Donc ça ajoute encore un peu de sel à ce combat. Le main event de la soirée, ce sera Prochaska contre Pereira, d'ailleurs, puisqu'on est à New York. Prochaska qui a donné une longue interview très intéressante. Moi, c'est un personnage que je connaissais pas trop. Je sais qu'il y a beaucoup de reportages sur lui sur Internet, mais j'aime pas trop les gros reportages avec beaucoup de moyens, parce que parfois, ils romancent un peu les choses, ils te vendent ça à l'américaine, comme je dis souvent. Alors, il y en a besoin pour attirer du monde, et moi, j'aime bien savoir ce que le gars pense dans une interview toute simple. Et là, donc, il a expliqué qu'il revenait de blessure. Je rappelle qu'il n'a pas combattu depuis le mois de juin 2022. Il s'est ensuite blessé à l'épaule, très grosse blessure, hein. Il dit, ouais, ça a été dur, mais mentalement, je savais que je reviendrais. J'ai toujours su que j'allais pouvoir revenir. Je voulais revenir rapidement, mais malheureusement, au bout de 3-4 mois, j'ai vu que ce serait pas possible. Si je revenais trop tôt, je risquais de me reblesser et de repartir pour un an. Donc non, j'ai voulu faire les choses intelligemment. Il explique aussi que c'est sa première fois à New York, à la base, il se disait que c'était un endroit comme les autres pour combattre. Puis il dit, puis finalement, en parlant avec les gens, non, je me rends compte c'est vraiment un beau cadeau que m'a fait l'UFC en me faisant combattre ici. En plus, je devais combattre sur la même carte que John Jones. Ça aurait été un honneur de combattre sur la carte avec Miocic et Jones. Malheureusement, John Jones s'est blessé. Écoutez, c'est dommage. Moi, je suis main event, mais j'aurais aimé être sur la carte avec lui. Et il explique aussi un peu, il revient sur sa personnalité. Voilà, c'est un peu spirituel tout ça. Donc il explique qu'il a perdu son père à l'âge de 5 ans, 5 ou 6 ans, je sais plus. Il dit voilà, suite à ça, je suis un peu parti en vrille, je cherchais beaucoup la bagarre, j'aimais la bagarre de rue. Et puis je me suis inscrit dans une salle de sport de combat. Excusez-moi, dans une salle de sport de combat. Puis un de mes coachs m'a ramené un livre qui s'appelle 5 Rings. Donc c'est sur les 5 éléments, la terre, le feu, etc. Et il explique qu'il s'est beaucoup reconnu là-dedans, qu'il a beaucoup aimé et que ça lui a vraiment donné la voix du guerrier, la voix du samouraï, et que ça lui a vraiment donné une raison de vivre. Il dit ça a totalement changé, je suis beaucoup plus calme maintenant, je donne tout ce que j'ai à la salle, je donne tout ce que j'ai dans l'octogone, mais en dehors de ça, je suis quelqu'un de très calme. Il dit je suis pas quelqu'un de parfait, mais j'y travaille.
Et du coup, Ariel Helwani lui dit oui, mais t'as l'air d'être vraiment spirituel, tout ça, on dirait que t'as peur de rien. Est-ce que t'es anxieux avant tes combats? Et il dit oui, totalement, moi je suis très anxieux avant les combats, mais c'est normal, ça fait partie de la chose, ça fait partie du folklore du combat, donc c'est normal d'être anxieux. Il revient aussi sur la fameuse expérience de la pièce noire. Je rappelle il avait été connu il y a quelques mois, quelques années, on a parlé de lui parce qu'il s'est enfermé pendant plusieurs jours dans une pièce noire, tout seul, sans télé, sans rien, juste pour méditer, juste pour faire un retour à lui-même, j'ai envie de dire. Et Helwani lui dit ouais, depuis que tu as parlé de ça, j'ai entendu d'autres, des joueurs de foot américains, des boxeurs, Anthony Joshua l'a fait. T'es un peu le premier à l'avoir fait. Et lui dit ouais, moi je suis pas le premier à l'avoir fait, ça existait avant. Peut-être que je suis le plus connu, enfin j'ai aidé à démocratiser le truc. Mais voilà, il explique qu'il est resté 6 jours dans une pièce, dans le noir complet. On lui a amené à manger une fois par jour. Et il dit ouais, je suis ressorti de là, j'étais comme un nouveau-né. Ça m'a permis de faire la paix avec moi-même, de beaucoup méditer. C'est une expérience très particulière. Je vous ai dit que c'était un homme assez particulier, bah ça en rajoute. Il parle aussi de sa coupe de cheveux qui est très particulière et il explique que ça a une signification pour lui mais qu'il veut pas en parler. Voilà, c'est un peu une promesse qui s'est fait. Il veut pas étaler mais il dit ouais, ma coupe de cheveux c'est très particulier pour moi, ça a une signification, etc. Il explique aussi qu'il est pas beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'il comprend pas trop le trash talk, qu'il dit ouais les gars qui parlent, moi je réserve mes paroles pour des choses intelligentes, j'ai pas envie de trop parler parce que quand tu parles trop après tes paroles n'ont plus aucun sens. Et puis pour en revenir au combat, on lui dit ouais, t'as combattu au Japon, donc toi qui est très intéressé par les samouraïs, la voie du Bushido, tout cet esprit-là, ça devait être quelque chose de combattre au Japon. Il dit ouais, c'était génial, la foule était très silencieuse, donc il dit j'entendais mes coups claquer sur mes adversaires, et surtout ils apprécient le beau combat. C'est-à-dire que la salle, c'est calme, t'entends tout ce qui se passe, t'entends tes coups, tu pourrais presque parler avec ton adversaire, et tout d'un coup il y a un bel enchaînement, et là la salle elle explose, et puis dans les 10 secondes qui suivent, elle redevient calme, c'est une atmosphère très particulière. Il dit par contre combattre sur un ring, j'aimais pas trop, c'est assez gênant, je préfère combattre dans la cage, et par contre ce que j'aimais beaucoup c'était des rounds de 10 minutes. Et il dit plus le combat est long, moi je voudrais qu'il n'y ait même pas de limite de temps. Je voudrais que le combat s'arrête quand il y en a un des deux qui tombe. Ne pas donner la possibilité au juge de décider qui gagne parce qu'il peut y avoir du favoritisme. Moi je veux pas de limite de temps, c'est là où on voit les vrais guerriers, on voit celui qui en veut le plus, il arrive à se transcender pour combattre le plus longtemps possible. Ça c'est un truc qui revient souvent, hein. Rory McDonald en avait parlé, il disait ouais, pas de limite de temps, tous les coups sont permis, comme ça le combat est le plus pur possible. Bon, écoutez, c'est un débat éternel, j'ai envie de dire. Et quand on lui demande un peu son avis sur la catégorie aujourd'hui, alors voilà, il dit déjà mon combat samedi contre Pereira, c'est un combat que j'aime beaucoup parce que nos styles de combat matchent bien ensemble. D'habitude, il faut toujours que je m'habitue à combattre un mec très particulier, avec un style très particulier. Il dit Pereira, et il a un pied-point classique. C'est plutôt simple, entre guillemets, c'est pas le terme qu'il utilisait, mais c'est bien pour moi de m'entraîner à affronter un gars comme ça. Et il explique aussi qu'il va apporter un peu de stabilité à la catégorie s'il devient champion. On en parlait tout à l'heure, hein, c'est une catégorie dans laquelle c'est le bazar, vraiment. Si lui devient champion et qu'il arrive à régner, au moins on aura un champion, on saura où on va. Et moi, je suis assez d'accord avec ça. Il pense aussi que Walker contre Ankalaev, il faut un rematch parce que le combat s'est arrêté d'une manière un peu bête. Et dernière note un peu drôle, il dit ouais, moi j'ai envie d'aller au Madison Square Garden avant le combat pour m'imprégner de l'ambiance de la salle. Je veux être dans le jus de la salle avant mon combat, donc je veux y aller au moins une fois avant la soirée de samedi. Et Helwani, il dit mais tu vas pas au match de basket ce soir? Et il dit ouais, je vais voir le match de basket. Il dit bah tu sais, le match de basket c'est dans la même salle que là où tu vas combattre. Et là il se met à rigoler, il dit oh bah désolé, j'étais même pas au courant. Bon, ça m'a fait rire, le mec plane un peu. Je rappelle qu'il vient de République tchèque, donc je pense qu'il a peut-être pas beaucoup voyagé dans sa vie avant les sports de combat, bien sûr. C'était assez drôle. Et dernière petite question, on lui dit ouais, tu sais, Volkanovski a dit que quand il combattait pas, quand il avait pas de combat de prévu, mentalement ça allait pas trop. Toi t'es comment? Il dit non, moi ça va quand j'ai pas de combat de prévu, mentalement je sais où je vais, je sais que ça viendra. Puis il dit de toute façon tu sais moi je suis déjà fou de base, alors j'ai pas besoin de ça. Ça m'a fait sourire, j'ai envie de dire. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour l'interview de Prochaska. J'en ai beaucoup appris sur lui, un mec très spirituel, qui aime le combat. Et j'ai vraiment hâte de voir son combat samedi. Ça va être un peu Pereira, le boxeur traditionnel, avec une technique plutôt scolaire. Contre Prochaska, lui, ça part dans tous les sens. Donc toujours un style de combat très, très intéressant. Un petit mot de Matt Frévolin, je vous en avais parlé hier. On lui a posé la question, c'est quoi selon toi la plus grosse force de Benoît Saint-Denis? Il dit ouais, c'est kick, il frappe très très fort avec sa jambe gauche. J'avais beaucoup aimé sa stratégie contre Bonfim. Et il dit aussi son grappling, il est fort en grappling. Et moi, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu tester mon grappling. J'espère qu'il va venir tester mon grappling. Donc écoutez, on verra quelle sera la stratégie de Benoît Saint-Denis. Il dit, tu sais, moi je viens de la lutte et du JJB, donc ça me fait pas peur quand quelqu'un vient tester mon grappling. Et on lui a aussi posé une question un peu vicieuse, je trouve. On lui dit, ouais, Makhachev, il a battu Volkanovski. Pour toi, en tant que poids léger, c'est le meilleur des scénarios. Il l'a battu par KO. On verra sûrement jamais un troisième combat. Ça fait une place de plus dans le top de la catégorie.
Là, c'est fini. Maintenant, c'est les contenders poids légers qui vont s'affronter pour aller chercher Makhachev. Volkanovski, on n'en parle plus. Et il dit, ouais, tu sais, moi, c'est pas trop ma mentalité. J'ai pas vraiment pensé comme ça. J'ai plutôt salué le travail de Volkanovski. Puis j'ai trouvé que c'était un bon combat. Donc, très bonne mentalité de Frévola. Il aurait pu dire, ouais, c'est vrai, ça me fait gagner une place. Lui, il dit, non, non, moi, j'ai vu un beau combat, etc. Je pense pas du tout à la ceinture pour l'instant. Je pense à mon prochain combat qui arrive. Il dit Benoît Saint-Denis, c'est un super combattant. Il est derrière moi dans les classements. Mais depuis le début, je le suis à l'UFC et je savais qu'un jour ou l'autre, on allait s'affronter. Donc écoutez, j'ai envie de dire le moment est venu. Et puisque je parle de ce combat, il y a Daniel Warin qui a donné une interview. Il est beaucoup sollicité en ce moment. De toute façon, ils le disent, la team Saint-Denis, ils disent ouais, depuis les derniers combats de Benoît, on est extrêmement sollicité. Puis là, combat à New York, il y a beaucoup de demandes, donc il faut faire un peu le tri. Mais forcément, à chaque fois, Warin, maintenant, on lui demande ouais, t'as pas peur pour le menton de Benoît Saint-Denis, il est un peu trop bourrin, il a la tête un peu en l'air. Ça revient toujours, ces mêmes questions. Et il dit ouais, tu sais, Benoît Saint-Denis, bon, il a dit ce qu'il avait déjà dit, hein. C'est un gars qui progresse à chaque combat, c'est pas qu'un bourrin, c'est pas qu'une force de la nature. Je suis assez d'accord avec lui. Il dit puis tu sais, à l'entraînement, on fait pas beaucoup de sparring très dur, donc je lui préserve le menton à l'entraînement. Il prend pas trop de coups à l'entraînement, donc il pourra avoir une carrière longue. Nous, on vise une carrière longue, et puis il y a aussi l'après-carrière, faut pas finir avec le cerveau complètement détruit. Donc c'est intelligent de sa part. Tu sais qu'il n'y a pas de sparring trop dur à l'entraînement, le menton est un peu préservé au moins de ce côté-là. Il dit ouais, tu sais, Benoît Saint-Denis, son style de combat aussi, les gens aiment beaucoup, et aujourd'hui, je peux pas te garantir qu'il battrait Dustin Poirier ou Justin Gaethje, mais par contre, s'il y avait un combat entre eux, pour le marketing, ça serait excellent. Tout le monde saurait qu'ils iraient à la guerre, ce serait un super combat, donc il a au moins gagné ça. Et puis il dit, moi, je viens du striking, donc tout le monde s'attend à ce que mes combattants soient tous des strikers, qui soient bons debout, mais moi, Benoît Saint-Denis, tant qu'il gagne, ça me va, s'il gagne par soumission, je suis très content aussi. On n'est pas dans la mentalité de se dire, ouais, vas-y, casse-lui la tronche, je veux un KO. Non, non, moi, je veux surtout qu'il gagne. Et aujourd'hui, il a montré que c'était une double menace, Benoît Saint-Denis, parce qu'il peut te mettre KO et il peut te battre au sol. C'est vrai, combattant complet, Benoît Saint-Denis, ça, on le souligne pas assez, mais il peut mettre des KO, il a la force de frappe, il a la pression pour faire plier ses adversaires, et au sol, c'est pareil, il peut mettre des soumissions, il peut mettre du ground and pound. Je suis assez content, et en parlant de ground and pound, il dit ouais, par exemple, si vous regardez les premiers combats de Benoît Saint-Denis, au sol, c'était c'était sans frappe, il cherchait la soumission, il cherchait à passer la garde. Aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, il a des grosses frappes. La preuve avec ce qu'il a fait à Paris, il peut finir son adversaire en ground and pound et aussi s'ouvrir des possibilités. Donc c'est encore un casse-tête de plus pour ses adversaires. Très, très, très bonne analyse du coach, j'ai envie de dire. Et j'ai appris quelque chose. À l'époque où Makhachev devait affronter Rafael Dos Anjos s'était blessé. Benoît Saint-Denis avait demandé le combat. Et il dit là, je vous garantis pas qu'il aurait gagné encore une fois, mais il aurait été sans complexe. Il est tellement sûr de lui, il a une telle confiance en lui qu'il y aurait été et qu'il aurait peut-être pu créer la surprise. Moi, j'étais pas au courant de cette histoire-là, mais honnêtement, j'aurais été très content de voir ce combat. Alors, comme tout le monde, j'aurais dit « Oh, ça vient trop tôt dans sa carrière, c'est une prise de risque, etc. » C'est sûr et certain, j'aurais dit ça, mais j'aurais quand même été content de regarder. Et s'il avait gagné, alors là, ça aurait changé sa vie à jamais. Pour sortir un peu de l'événement du week-end, on va y aller avec Stephen Thompson, Wonderboy. Vous savez, son combat contre Michel Pereira avait été annulé parce que Pereira avait loupé la pesée. Et lui, il avait dit, moi, je combats pas s'il loupe la pesée. Donc, il n'avait pas combattu, mais il demandait quand même à être payé par l'UFC. L'UFC avait dit qu'il ne paierait pas. Et là, il dit, non, c'est bon, tout est réglé, on a trouvé un deal. J'ai mon prochain combat qui va arriver aussi. Mais c'est bon, j'ai touché quelque chose. On s'est mis d'accord avec l'UFC. Donc vous voyez, c'est Wonderboy Thompson. Je suis pas sûr qu'un mec lambda non connu aurait pu être payé pour ça, mais écoutez, lui, il a l'expérience, il est reconnu par l'UFC, il a été deux fois, il a eu sa chance au titre, hein, je le rappelle. Donc ça a peut-être joué aussi dans la balance. Ensuite, Doumbé, hier, je vous disais un combat contre Ned Diaz. Et bien écoutez, là, il semblerait qu'on se dirige peut-être vers un combat contre Baki. Alors, c'est marrant, il a dit, ouais, vous voulez vraiment que j'abatte l'avenir du MMA français, je vais l'abattre. Parce que Baki, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeune français qui monte, qui est très talentueux, qu'on voit aller très loin. Et voilà, c'est sûr que pour Baki, un combat contre Doumbé, ça lui fera un sacré coup de pub. Maintenant, moi, personnellement, sans rien enlever à Baki, je pense que Doumbé, il faut qu'il aille chercher quelqu'un à l'international, quelqu'un qui va lui donner de la renommée au-delà de l'hexagone. Donc, vous voyez, j'aurais préféré un combat contre Ned Diaz ou un autre gros nom. Maintenant, s'il doit affronter Baki et qu'il le bat, bah, ça confortera l'idée que c'est le meilleur français dans sa catégorie, ou en tout cas l'un des meilleurs. Mais moi, je pense que là, il n'a pas 25 ans, il n'a pas 20 ans, Doumbé. Il faut aussi combattre des gars qui vont apporter de la notoriété. Et enfin, puisqu'on parle du PFL, bonne nouvelle, je dirais, parce que le PFL permet aux gens qui les suivent sur les réseaux de gagner une place pour le prochain combat de Francis Ngannou, pour son prochain combat au PFL. Alors s'ils font ça, c'est qu'à mon avis, il y a des discussions, c'est qu'on sait que le combat va arriver. Ils disent, voilà, est-ce que vous voulez voir les débuts de Francis Ngannou au PFL? Bah écoutez, donc il faut les suivre sur les réseaux, les taguer un ami, enfin bref, un jeu sur les réseaux comme il y en a des milliers, j'ai envie de dire. Mais moi, je vois surtout, s'ils en parlent, c'est qu'il y a quelque chose à gagner, c'est que quelque chose va venir, c'est peut-être bon signe pour voir Francis Ngannou en MMA.
Et enfin, on arrive dans les 2 dernières infos. Taylor Lapillus va affronter Farid Bachara sur la première carte de l'année, le 13 janvier. C'est un combattant invaincu, donc ça peut être bon pour Taylor Lapillus de battre un gars qui n'a jamais connu la défaite jusqu'à maintenant. Et puis, il semblerait, alors là j'ai un peu du mal à y croire, qu'on ait proposé à Taylor Lapillus d'affronter Song Yadong, le chinois, le 9 décembre prochain à l'UFC Shanghai, et le chinois aurait refusé. Alors ça, je comprends que Yadong ait refusé, parce que Lapillus, dans la catégorie, il est assez loin, il est même pas classé. Song Yadong, il est 7. On parle de lui peut-être un jour comme un prochain champion. Je comprends que le risque pour Song Yadong était énorme, hein. Pour Lapillus, c'est un sacré cadeau. Mais je comprends que Yadong ait refusé. Après, ça me semble même bizarre qu'on ait proposé à Yadong Lapillus non classé, main event. Ou alors ils se sont peut-être dit on va le faire briller chez lui en Chine. Je sais pas, peut-être un peu la mentalité de l'UFC, c'est-à-dire on prend un mec non classé, on le met contre un classé chez lui. Bon, je sais pas. Honnêtement, ça me semble bizarre qu'on l'ait proposé, mais si ça a été fait, je comprends que Song Yadong ait refusé. Et malheureusement, dommage pour Lapillus qui aurait pu se faire un joli nom. Et la dernière info, alors c'est un peu une info people, j'ai envie de dire, c'est que Mark Zuckerberg qui a déclaré qu'il s'était blessé au genou. On sait qu'il fait du jiu-jitsu. Il fait du jiu-jitsu, il fait de la compétition, faut le souligner quand même. C'est pas juste un millionnaire, parce que le jiu-jitsu, tu vas en compétition, tu tombes sur n'importe qui. Donc faut quand même saluer ça. Vous savez, on parlait beaucoup d'un combat contre Elon Musk en MMA, bon, je sais pas trop. Mais il dit voilà, malheureusement, je suis blessé. Maintenant, j'étais en train de me préparer pour un gros combat de MMA en début d'année prochaine. Donc du coup ça a intrigué un peu tout le monde, donc j'en parle parce que vous allez sûrement le voir passer sur les réseaux. Qu'est-ce qui était prévu, je sais pas, mais bon il est pas tout jeune Mark Zuckerberg, hein, donc je sais pas du tout ce qui était prévu, mais en tout cas voilà, il est blessé, avec l'argent qu'il a, je pense qu'il va être suivi par les meilleurs médecins au monde, il va très bien s'en remettre, en tout cas j'espère. Et qu'est-ce qu'aurait pu faire Mark Zuckerberg dans une cage? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est ce fameux combat contre Elon Musk? Écoutez, je sais pas, vous allez sûrement en entendre parler sur les réseaux dans les jours à venir, alors je voulais quand même le souligner. Et écoutez, c'est le moment de la minute auditeur. Et on commence avec Tonel Antemax, excusez-moi, qui me dit ouais vraiment tu penserais que qui gagnerait entre Ned Diaz et Cédric Doumbé? Je lui dis honnêtement moi je donnerais mon petit avantage à Cédric Doumbé parce qu'il est dans la fleur de l'âge. Diaz il est un peu du côté de la descente. Puis voilà, par contre il faut pas sous-estimer le cardio de dingue qu'a Ned Diaz et son sol. Ça serait un bon test pour Doumbé, j'en avais déjà parlé, d'aller au sol contre Ned Diaz et puis de voir un peu son cardio si le combat est en 5 rounds et qu'il n'arrive pas à finir. Et ensuite il y a Andy qui nous dit ouais moi je vais voir Doumbé parce que Doumbé frappe très fort et Ned Diaz prend beaucoup de coups. Il dit, et puis Ned Diaz il commence souvent à combattre passer la deuxième moitié du deuxième round, mais contre Doumbé il tape tellement fort que c'est pas sûr que tu arrives à avoir le deuxième round si tu prends trop de coups. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Andy, hein, et puis après Ton en T-Max qui nous dit ouais moi aussi je suis d'accord que combattre Doumbé c'est très dangereux pour Ned Diaz, il prend beaucoup trop de coups. Il me dit j'espère qu'on verra ce combat un jour. Bah, honnêtement moi aussi je préférais ce combat là que contre Baki, même si pour Baki ce serait une super nouvelle d'affronter Doumbé. Pour la carrière de Doumbé je pense qu'il est mieux à prendre Ned Diaz. Ce serait un bon test honnêtement. Est-ce que Diaz arrivera à survivre les premiers rounds en prenant les coups que peut lui envoyer Doumbé? Et est-ce que Doumbé aurait le cardio pour aller au bout des 25 minutes? S'il se retrouve au sol, qu'est-ce que ça donnerait? Je sais pas vraiment, mais c'est plutôt intéressant. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, on a eu un bon épisode, on se retrouve demain, il y aura encore beaucoup de choses, on parlera de Dalby, on parlera de Masvidal, etc. Je voulais pas faire un épisode trop dense, on a déjà dépassé les 20 minutes aujourd'hui. On se retrouve demain, 17h, n'hésitez pas à commenter, je vous réponds, vous abonner, etc. Salut!